Merci de m'avoir sollicité pour venir apporter quelques éléments de réflexion sur cette question. Vous l'avez dit, François, qui est une question qui aujourd'hui se situe au cœur de la réflexion collective. La question de la fin de vie est plus une question particulière qui pourrait être confiée à des spécialistes et dont le reste de la population pourrait faire l'économie. Parce que depuis la nuit des temps, c'est une question anthropologique. Parce qu'on identifie même d'un point de vue anthropologique que l'être humain se caractérise à partir du moment où il manifeste son souci de ses défunts et de ses mourants aussi. Donc, comme disait Clémenceau à propos des militaires, probablement que la fin de vie est une chose trop sérieuse pour être laissée au seul soignant. Parce que c'est une question qui vient évidemment résonner profondément avec notre histoire personnelle, voire avec la conception même de l'être humain. Donc aujourd'hui, cette question elle gagne l'espace public, et c'est tant mieux. Pendant des décennies, elle a vécu dans la société de manière un peu clandestine. On a même été jusqu'à parler, en 1955, c'est le sociologue anglais Gregoire qui parlait de pornographie de la mort, parce qu'à l'époque, la pornographie, c'est ce qui était caché. Aujourd'hui, la pornographie, c'est ce qui est montré partout, mais à l'époque, c'est ce qui était caché. Et puis après, on est venu à parler de la mort interdite, ça s'écrit par Yes, dans les années 77-80. Et puis, d'une manière plus journalistique, on en est venu à parler du tabou de la mort. Donc nous avons traversé d'un point de vue historique une période où on ne savait plus très bien quoi faire d'un point de vue collectif, d'un point de vue culturel avec la question de la mort, donc elle avait été remisée voilà, dans des espaces reclus, y compris dans des espaces reclus de la culture. Et puis depuis la fin des années 90, en France, on a assisté à la confirmation d'un point de vue institutionnel du mouvement qui avait été enclenché dans les années 80, le mouvement des soins palliatifs, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une politique de santé publique en faveur de la fin de vie. Et elle s'exerce à travers le mouvement des soins palliatifs. Donc ça veut dire que la société se reconnaît aujourd'hui un devoir de prendre en main la question de la fin de vie. Alors pendant longtemps, la question des soins palliatifs, c'était une question qui était jugée par l'extérieur comme étant un art un peu révolu d'accompagner les mourants. C'est-à-dire que d'une manière romantique, on s'imaginait qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, peut-être au Moyen-Âge, on savait accompagner les mourants, que la mort avait sa place dans la société. C'est vrai qu'elle l'avait, mais on avait des manières très particulières d'accompagner, qui étaient encore des manières largement religieuses. Et puis quand le mouvement des soins palliatifs apparaît dans les années 80-90 en France, on se dit, bon ben voilà, c'est une forme de... c'est un mouvement de révolte sans doute, mais c'est une espèce de caution morale, voire ce serait un art passif et passéiste. Ce serait une tentative de réhabiliter cet ancien art du soin à l'égard de ceux qui finissent leur vie, mais comme le disait d'ailleurs un des pionniers des soins palliatifs, le docteur Thérèse Vanier, en 1976, elle disait les soins palliatifs, c'est tout ce qui reste à faire quand on croit qu'il n'y a plus rien à faire. Vous voyez, dans cette définition, on peut la lire de deux manières. Soit on voit qu'il n'y a plus rien à faire, donc les soins palliatifs sont passifs et passéistes. Soit on voit l'autre aspect, et il reste quand même quelque chose à faire, oui, mais quoi? Et là, c'est un peu plus confrontant. Et puis, quand les soins palliatifs deviennent un dispositif de santé publique, alors on voit une accélération qui se met en place. En 1999, la loi du 9 juin entérine un dispositif qui s'est déjà mis en place avec la création d'unités de soins palliatifs à partir de 1987, notamment le développement de la formation, la participation du bénévolat, l'approche globale de la personne, le travail en équipe pluridisciplinaire, tout ça avait été mis en place, c'est entériné et ça prend une dimension supplémentaire. Mais petit à petit, la question de la fin de vie devient de plus en plus une question médicale qui fait appel à des compétences spécifiques. Et donc la formation s'accentue, la recherche se met en place, les unités de soins palliatifs ont cette mission aussi de formation et de recherche, et pas simplement de soins des cas les plus complexes. Et on voit comment petit à petit la question de la fin de vie devient la question de spécialistes médicaux, paramédicaux, avec en complément des intervenants plutôt des sciences humaines et sociales aussi. Alors du coup ça pose deux questions parce qu'on est là dans une tentative d'articuler deux choses et on est dans un mouvement historique. Il faut bien ouvrir les yeux là-dessus. On est dans la tentative d'articuler à la fois une compétence extrêmement pointue
Et ne nous y trompons pas, la question médicale de la fin de vie aujourd'hui est une question médicale, infirmière, scientifique, pointue, mobilisant des produits chimiques de plus en plus fins, mobilisant des compétences en matière de soulagement de la douleur, en matière de pratique de la sédation, en matière de prise de décision, de préservation d'un traitement ou au contraire de limitation ou d'arrêt des traitements. Donc il y a une compétence médicale, les soins de confort par exemple, tout ce qui est accompagnement des angoisses de fin de vie, qui sont particulières, tout ce qui est symptômes de l'agonie, avec des problèmes problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, tout ce qui est aussi accompagnement de maladies neurodégénératives. Donc il y a une compétence médicale, infirmière, d'une manière générale, scientifique, pointue autour de la fin de vie. Ce n'est donc pas des professionnels de seconde zone. Par rapport aux professionnels des grandes disciplines médicales, par exemple. Mais en même temps, il y a la tentative d'articuler cette compétence pointue avec un souci d'une humanité particulière parce que nous sommes sur le champ de la fin de vie. Et que d'un point de vue anthropologique, cette question vient nous convoquer pour réfléchir qu'est-ce que c'est qu'un être humain et comment prenons-nous soin les uns des autres. Et ça, c'est sans précédent à l'échelle de l'humanité. Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été aussi scientifiques et jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons cherché à remettre autant d'humanité au cœur même de l'approche scientifique. Vous voyez, dans les siècles passés, faute d'avoir la compétence scientifique, eh bien, on s'efforçait d'accompagner. Le principal travail du médecin, à l'époque où la tuberculose était encore le premier fléau et qu'on n'avait pas de remède, c'était d'accompagner. C'était de soulager. D'ailleurs, la devise médicale, c'était guérir parfois, soulager souvent, réconforter toujours. Donc, vous voyez, la dimension humaine passait avant. Et ça a construit tout le code de déontologie qui fait dire, même dans son commentaire de l'article 38, que le médecin reste l'ami ultime du patient. C'est pas un technicien, c'est l'ami ultime. Et donc, nous avons traversé une période relativement récente où on a cru que la technique allait solutionner tous les problèmes. Et on s'est rendu compte que cette médecine puissante engendrait des situations critiques, que les maladies se chronicisaient, qu'il y avait des risques d'acharnement thérapeutique, comme on dit couramment, ou d'obstination déraisonnable, qu'il y avait un risque de déshumanisation de la médecine. Alors là, c'est quand même marcher sur la tête, quoi, qu'une médecine en vienne à risquer d'être déshumanisée. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une urgence d'inventer, de réinventer la notion de soin en mêlant intimement la plus haute compétence scientifique et la plus juste manière d'accompagner, de soulager, de réconforter. Ça veut dire que le soin n'est pas limité au traitement. Le soin, nous sommes en train de le redéfinir si nous voulons faire cet effort. Et le champ de la fin de vie, à cet égard, n'est que emblématique. Parce qu'il focalise sur des situations particulièrement critiques, sur des questionnements de vie particulièrement intenses, mais ces questionnements et ces situations, il ne faut pas les retrouver tout au long de la vie. Donc ce n'est pas le soin en fin de vie qui est questionné aujourd'hui, c'est le soin d'une manière globale, qui s'applique au moment où on va bien, qui s'applique au moment où on traverse la maladie, qui s'applique au moment où on est, hélas, sans espoir de guérison. Donc ça, c'est la première des choses. On a d'un côté donc des soins qui sont, comme le définit la loi, des soins actifs et continus, pratiqués en équipe pluridisciplinaire, visant à soulager la douleur, la souffrance physique, à soutenir l'entourage et à préserver la dignité de la personne. Ça, c'est la définition des soins palliatifs, des soins actifs et continus. C'est pas tapoter gentiment la main ou mettre une petite éponge pleine d'eau pour soulager la fièvre. Vous voyez ? Donc il nous faut déjà nous débarrasser de cette idée que les soins palliatifs, c'est gentil. Quoi. Non, c'est pas gentil, c'est compétent. Et derrière, ça veut dire des exigences éthiques fortes. Donc autour de la fin de vie, on voit apparaître des situations qui viennent questionner d'un point de vue éthique médical. En effet, nous avons mis coup sur coup un certain nombre de dispositifs législatifs, la loi du 4 mars 2002, la loi du 22 avril 2005, qui donne des outils, qui pose des cadres. Et bien la loi du 4 mars 2002, elle nous pose comme principe que nous devons respecter l'autonomie de la personne.
ça vient bousculer la pyramide éthique où préalablement c'était quand même plutôt le principe de bienfaisance qui primait. Désormais, oui, il nous faut chercher à être bienfaisant. Avant, c'était même encore autre chose, c'était d'abord ne pas nuire, primo non nocere. Et après, on a cherché la bienfaisance. Aujourd'hui, il nous faut être bienfaisant, mais dans le respect de l'autonomie de la personne. C'est-à-dire qu'elle a voix au chapitre. C'est-à-dire qu'elle est décisionnaire d'un certain nombre de choses. Alors, il faut trouver le moyen d'aménager ça. C'est pas simple. On sent bien, d'ailleurs, les professionnels sentent tout le temps la tension qu'il peut y avoir. Récemment, je discutais avec un médecin coordinateur d'EHPAD qui me disait, mais vous savez, moi, les malades, ils viennent me voir, ils ne sont pas autonomes. Ils viennent me voir, ils me disent, c'est tellement compliqué, docteur, qu'est-ce que je dois décider? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? On comprend ce réflexe-là. Sauf que là où ce médecin avait été un peu responsable, c'est qu'effectivement, il décidait à la place des autres. Au lieu de les accompagner dans une réflexion, au lieu de leur dire, c'est compliqué, mais je vais vous aider à faire en sorte que ça soit un peu plus clair pour vous, pour que vous puissiez participer à la décision. Il avait même eu le toupet de me dire, la loi Leonetti, elle est inapplicable, et en plus, je ne l'ai pas lue. Alors là, on s'arrache la tête, quoi. Cet homme-là se met en danger, professionnellement, en faute. Donc il nous faut déjà, d'un point de vue médical, être capable d'accompagner l'émergence de l'autonomie du patient. S'assurer qu'il est vraiment autonome, parce que chacun d'entre nous sait qu'on n'est pas autonome à toutes les étapes de notre vie. Il y a des moments où on l'est, des moments où on ne l'est pas. Il suffit d'une grave dépression, je vous assure qu'on est beaucoup moins autonome. Il y a aussi d'autres questions qui ont surgi avec la loi du 22 avril 2005, c'est la question de la limitation de l'arrêt de traitement. D'abord, tout patient peut refuser tout traitement, même l'hydratation et la nutrition artificielle. Ça vient confronter la culture médicale, c'est-à-dire que le médecin n'est plus celui qui sait, qui décide tout seul, c'est celui qui accompagne un processus de décision de la part du patient. Et puis derrière, il y a les situations critiques où le patient est en état d'inconscience. Il faut organiser une discussion collégiale, une prise de décision collégiale. Ça aussi, ça demande quelques repères éthiques quand il faut prendre une décision et qu'il ne faut pas la prendre tout seul. Et qu'au final, le médecin est quand même décisionnaire, mais après avoir consulté. Qu'est-ce que ça veut dire, consulter? C'est juste faire un tour de table en disant tout le monde est d'accord avec moi? Ou c'est se pétrir du fait que des gens ont des avis divergents? Et puis, dans le processus de décision, il n'y a pas simplement les professionnels. On le voit avec l'arrêt du tribunal administratif au sujet de l'affaire Vincent Lambert à Reims ces derniers temps, où même les proches un peu éloignés qui n'ont pas rendu visite à une malade depuis longtemps doivent être associés à la discussion. Est-ce qu'on arrête les traitements? Donc ça, c'est quand même des décisions éthiques qui ne touchent pas d'ailleurs que la fin de vie, même si ça provoque la fin de vie, mais la limitation à l'arrêt de traitement, ça n'entraîne pas forcément d'ailleurs que la mort. Alors on a aussi des questions éthiques profondes autour de la sédation. Alors, on est dans une culture où on nous dit non, toute douleur est mauvaise, il faut donc abolir toute douleur. La proposition de loi de François Hollande, toute douleur insupportable, jugée insupportable, qui ne peut être soulagée. Alors aujourd'hui, si on ne veut pas que les gens souffrent, il y a un remède parfait et fiable à 100%, c'est la sédation totale. Ah oui, mais ça c'est pas très éthique, parce qu'on sait bien qu'en matière éthique, on n'est pas sur du blanc ou du noir, du tout ou rien. Donc, comment former les professionnels à l'exercice gradué de la sédation, celle qui permet de supporter une partie de la souffrance tout en conservant le maximum de lucidité. Et dans quel cas faut-il mettre en œuvre une sédation? Et de quelle manière? Et puis faut-il mettre en œuvre une sédation? Et les gens sont-ils suffisamment formés pour utiliser ces outils qui sont quand même des outils pointus? Donc on a des questions médicales profondes derrière. Et je ne parle même pas de la question de l'euthanasie, du suicide assisté. Est-ce que c'est le rôle du médecin? Et puis on voit que les professionnels eux-mêmes peuvent se diviser, parce que le Conseil de l'ordre des médecins se met à parler de sédation terminale, ça veut dire j'endors pour tuer. Et puis l'Académie de médecine réagit tout de suite derrière en disant non mais ça va pas, non. C'est pas sédation terminale, c'est sédation en phase terminale. Pendant que la personne est en train de mourir, on peut peut-être la sédater pour lui éviter de souffrir. Et puis derrière, il y a l'autre question qui arrive, c'est celle du double effet. Ah oui, je vais augmenter la dose antalgique au risque que ça provoque la mort, mais l'intention n'est pas de provoquer la mort. L'intention, c'est d'abord de soulager. Alors d'autres disent, oh, hypocrisie.
Ah oui, mais il faut nous accorder pour comprendre qu'il y a des principes moraux et que tout ça doit interagir avec la pratique. Donc les questions dans l'ordre médical sont des questions extrêmement pointues, qui ne sont pas d'ailleurs que des questions médicales, qui sont des questions éthiques, donc qui s'appuient sur la philosophie, qui s'appuient sur l'anthropologie, et qui devraient s'appuyer même sur la sociologie. Donc la question médicale en fin de vie aujourd'hui, c'est une question qui est en train d'exploser, de sortir du champ de la seule médecine. D'ailleurs, les comités d'éthique ne sont pas composés que de seuls professionnels de santé. Mais il n'y a pas que ça dans les soins palliatifs. Je l'ai dit, il y a une dimension technique, il y a une dimension humaine, il y a une dimension d'accompagnement. Donc il y a aussi une question de l'éthique de l'accompagnement. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner une personne? Pendant des siècles, on savait que accompagner une personne en fin de vie, ça consistait à faire le bien, son bien malgré elle, à l'amener à se convertir, à l'amener à préparer ses affaires pour pouvoir préparer son au-delà. Et le début du mouvement des soins palliatifs a été un peu pollué par ça, mais très vite, s'est inspiré du travail des psychologues et des psychanalystes et a dit non, ce qui compte, c'est pas que la personne meure apaisée, ce qui compte, c'est que la personne fasse le chemin qui est le sien en fin de vie et qu'on l'accompagne là-dedans. Et il ne s'agit pas de tout faire pour qu'elle se réconcilie avec son fils. Si elle ne veut pas, il faut qu'elle lui la paie. Voyez ? À qui ça fait violence que la personne meure en étant encore fâchée avec son fils? Ben, ça fait violence à celui qui est à côté. En disant, moi, si je devais mourir, j'aimerais mourir autrement, donc je vais m'arranger pour qu'il meure autrement. Ah oui, ça, c'est une manière de se servir du mourant pour régler ses propres affaires. Donc, c'est pas éthique. Donc, nous avons été amenés à inventer aussi, à poser des repères d'ordre éthique dans la notion d'accompagnement. L'accompagnement, c'est pas non plus arriver et arborer un gentil sourire en disant, je vous comprends. Ça va un tout petit peu plus loin que ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont formés. Et heureusement qu'il y a des associations de bénévoles, dont je fais d'ailleurs partie. Moi, ça fait 12 ans que je suis bénévole en soins palliatifs, parce que ces associations forment sérieusement des gens. Et on devrait aussi prévoir dans le dispositif de santé que les professionnels de santé soient formés à l'accompagnement. Parce qu'ils accompagnent, il n'y a pas que des bénévoles. Donc nous avons cette conjonction de deux défis éthiques, un défi d'éthique médicale ou bioéthique, au sens large, et puis un défi d'éthique relationnelle. Ça fait lourd. C'est passionnant, mais c'est lourd en même temps, parce qu'on est sur des situations réelles, on est sur des gens qui vivent et qui souffrent. Et puis derrière, les soins palliatifs, la question de la fin de vie nous pose aussi des questions d'ordre anthropologique. Et qu'est-ce que c'est qu'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, qui perd la boule, qui ne reconnaît plus ses enfants, qui ne reconnaît plus son logement, qui se perd elle-même? Franchement, c'est encore une personne? Il y en a qui disent même que c'est plus des personnes. On a des déclarations tonitruantes de certains gens qui ont des idées très arrêtées sur le sujet. Est-ce qu'il existe un moment dans l'histoire d'une personne, dans la vie humaine, où on cesserait d'être une personne? Engelhardt disait une personne non humaine. Oh là, qu'est-ce que c'est qu'une personne non humaine? Engelhardt, c'est Tristan Engelhardt. Est-ce que le fait de perdre des capacités cognitives nous ferait en même temps perdre notre humanité? Est-ce que le fait de ne plus reconnaître ces très proches ferait de nous qu'on serait encore, finalement, comme le dit Engelhardt, des personnes mais déjà plus des humains? Est-ce que l'humanité est une question relative ou est-ce que c'est une question absolue? Et ça va rejoindre la question de la dignité, dont vous allez entendre encore et encore parler, parce que se mourir dans la dignité, on lui fait dire tout et n'importe quoi. Est-ce que la dignité pourrait se perdre? Est-ce que l'humanité pourrait se perdre? Est-ce qu'une petite mamie qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer dans un stade très avancé, est-ce que c'est juste un légume? Et même un légume qui réagit quand on lui tapote la main? Ou est-ce qu'elle est encore capable d'être en relation, mais autrement en relation, parce que certains circuits neuronaux sont altérés, d'autres prennent le relais et elle n'est plus dans les mêmes types de relations, plus dans la sensation, plus dans le souvenir ancien, l'émotion. Donc on n'en est qu'au début de savoir comment accompagner une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. On va peut-être trouver dans les 20 ans à venir des nouvelles approches, des nouveaux modes de communication. Rappelez-vous que les gens atteints d'Hopkins syndrome, le scaphandre et le papillon, pendant des années, on pensait qu'ils étaient non communicants. Aujourd'hui, on sait communiquer avec eux.
Si nous cédons à la tentation trop tôt, et je rebondis par rapport à la proposition d'interne François Hollande, de dire il y a des moments où la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, alors abrégeons-la. Faisons acte d'humanité en abrégeant la vie. Si nous cédons à cette tentation, nous coupons la recherche en fin de vie, qui, depuis des années, a permis d'affiner de plus en plus les pratiques et a permis d'avancer dans le domaine de l'éthique. Si nous ne sommes pas confrontés à des situations insolubles, nous ne sommes pas exposés à inventer toujours plus. Si on a sous la main la sédation, l'euthanasie, c'est tranquille. On va régler tous les problèmes sans les voir apparaître. Donc on va se priver de toutes les chances d'inventer davantage. Vous voyez, l'enjeu, il est profond. Il ne s'agit pas de laisser des gens dans une agonie monstrueuse. Il ne s'agit pas non plus de s'en servir comme des cobayes. Il s'agit de dire la situation est celle-là. Elle nous impose de devenir responsable. Le visage de l'autre appelle ma responsabilité, dit Lévinas. Me rend responsable de lui. Et pas simplement, je l'accompagne dans la mort. Donc, et puis je vais en terminer là parce que je ne veux pas dépasser, on va déjà un peu dépasser le temps. Je vais conclure rapidement en 2 points. Le premier, c'est que il y a, enfin, non, j'ai encore une toute petite chose à dire, parce que je suis sociologue et je ne peux pas ne pas en parler. Je vous ai parlé d'éthique, je vous ai parlé d'anthropologie, et bien il y a derrière cette question de la fin de vie un enjeu sociologique aussi, qui est un enjeu de solidarité, qui est un enjeu de savoir comment nous prenons soin les uns des autres, jusqu'où nous prenons soin les uns des autres. Donc derrière, il y a tout le développement des logiques de bénévolat, il y a véritablement aussi la manière dont on intègre la question du vieillissement, la manière dont on intègre la question de la vulnérabilité dans notre société. Est-ce que c'est juste la vulnérabilité, un truc qui nous dérange, un accident de vie qu'il faudrait corriger pour rendre la personne non vulnérable, invulnérable? Il faut bien voir aussi que d'un point de vue anthropologique et sociologique, les deux sont dignes, on est en train de rêver à un post-humain. Hein? Quelqu'un qui n'aurait plus aucun défaut, puis quand ça ne marche plus, on remplace. Une pièce par-ci, une pièce par-là, et puis on lui donne des tas de greffes, des tas de prothèses pour augmenter ses capacités. Donc ça veut dire que la question de la vulnérabilité dans notre société, aujourd'hui, elle n'a pas le droit de citer. On voudrait l'écarter. C'est notre nouveau tabou. Avant, c'était la mort, maintenant, c'est devenu la vulnérabilité. Heureusement, il y a beaucoup de contre-tendances, beaucoup d'écrits, beaucoup de gens qui tirent la sonnette d'alarme en disant que la vulnérabilité est une richesse. Parce que s'il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas de société. Parce que si je n'ai pas besoin de l'autre, au moment où je suis fragile, j'agis tout seul. Donc le rejet de la vulnérabilité, c'est l'atomisation de la société. Le fondement de la société, c'est la vulnérabilité. L'union fait la force. Ça veut bien dire que si on n'est pas uni, on est plus faible. Et j'associe pas faiblesse et vulnérabilité. Donc les soins palliatifs nous invitent en fait à un but de dépassement, d'un point de vue sociologique, à un dépassement du matérialisme, parce qu'il nous invite à ne pas rester simplement au stade de la science et de la technique, mais à rentrer dans ce qui est la relation, le souci de l'autre, le soin. Le soin, c'est pas que de la matière, c'est pas que de la technique, c'est pas que du traitement. Hein, au sens Organisation mondiale de la santé est un état de bien-être global, et pas simplement l'absence d'infirmité. État de bien-être global, physique, psychique, social. Premier dépassement, un surcroît de sens dans un monde matérialiste. La question de la fin de vie nous invite à trouver un surcroît de sens. Quel est le sens de cette vie, de cette femme de 100 ans, qui n'en finit pas de mourir? Et à quoi sert de dépenser autant d'argent? Franchement, pourquoi est-ce qu'on irait dépenser autant d'argent pour une femme de 100 ans qui n'en finit pas de mourir? Est-ce que ça a du sens? D'un point de vue économique, non. D'un point de vue moral, d'un point de vue sociétal, attention, parce que où est-ce qu'on met la limite? Bientôt on va la descendre à 80 ans. Bientôt on va la descendre au fait qu'elle n'a plus ses jambes. Elle n'a plus sa tête. Et puis un deuxième dépassement, c'est un dépassement de l'individualisme, parce que, comme je viens de le dire, la vulnérabilité nous convoque au chevet de l'autre. Et l'écho qu'a Lévinas aujourd'hui dans notre société est emblématique, qu'on n'est pas dupe. Que la vulnérabilité, c'est notre socle. Dépassement de l'individualisme par un surcroît de lien. La question de la fin de vie appelle notre responsabilité, donc, est créatrice de lien.
Et on ne peut pas dire juste, allez, les mourants là-bas, quoi. Il y a des unités de soins palliatifs spécialisées, comme avant, il y avait des dépôts au bout de l'hôpital. C'est là qu'on mettait les mourants, les dépôts. Mais ça va plus loin, cette exigence de mêler la compétence professionnelle et la science humaine, ou la compétence humaine, on pourrait presque dire. On parle même d'humanitude, de plus en plus. Ça va plus loin parce que ça déborde le champ de la fin de vie. Et ça déborde même le champ du soin. Puisqu'on mesure que tout un tas d'autres champs s'imprègnent de ce qu'on appelle non plus les soins palliatifs, mais la culture palliative, cet état d'esprit-là. La culture palliative, c'est les soins palliatifs transposés en dehors du monde des soins palliatifs. Et bien ça va toucher le monde du travail social. Eux aussi sont confrontés à des exigences d'accompagnement particulières, avec une compétence professionnelle précise, ne serait-ce qu'en termes de réglementation. Ça va toucher le monde du handicap. Ah oui, on accompagne aussi dans les handicapés, mais pas de la manière dont on accompagne les personnes en fin de vie. Mais on peut s'imprégner de cet accompagnement particulier de la fin de vie en transposant certains éléments au monde du handicap. Ça va toucher le monde carcéral, parce qu'on voit qu'il est de plus en plus criminogène, et qu'il va bien falloir désamorcer cette bombe en puissance. Et puis ça touche le monde de l'éducation, parce que l'enseignant est confronté à ces questions-là de plus en plus. Il n'est pas simplement un producteur de savoir, technicien, c'est aussi un accompagnant de quelque chose qui est en émergence, du cheminement d'un enfant ou même d'un adulte. Et pas simplement le cheminement de la fin de vie, vous voyez, tout ce qui est cheminement de vie mérite d'être accompagné. On peut même se poser la question de savoir si on ne va pas finir par être tous accompagnés tout le temps et partout. Ça serait la dictature de l'accompagnement. Et puis ça touche le monde du management, le plus improbable, parce que ce monde du management est en souffrance avec les questions de burn-out qui n'existent pas qu'à l'hôpital, et elles existent fortement à l'hôpital. Mais on voit bien que les histoires d'Orange, de Guyancourt, de Paul Renault, enfin les suicides sur les lieux de travail, le mal-être, tout ça, interpellent le monde du management, qui est un monde professionnel, avec des exigences professionnelles très fortes, mais aussi qui ne peut plus faire l'économie de ça, il ne peut plus simplement utiliser les employés comme étant des chevilles ouvrières. Donc il a la nécessité, l'obligation de prendre en compte cette dimension humaine, ou bien sinon, alors on va créer de plus en plus de souffrance. Donc la question de la fin de vie est une question anthropologique de départ, parce que l'homme est mortel, et on voit aujourd'hui qu'elle devient une question anthropologique qui essaime sur plein d'autres mondes, parce que l'homme est vulnérable, parce que notre société a soif non seulement d'efficacité, de performance, mais elle a aussi soif d'humanité. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce matin. Merci.